Oh, vous vous trompez un peu, mais un peu seulement. Je regretterais quelques familles que j'y aurais rencontrées, enfin que Cécile et moi nous aurions rencontrées ici. Mais il y en a d'autres que je ne regretterais pas. Le village lui-même, la nature, ce qu'on y a vécu, ça, vous savez, c'est devenu pour nous... Une fois, je disais à Cécile, j'aurais pu naître ici. Toi aussi, on aurait pu aller à l'école. Mes parents auraient pu être des cultivateurs de la cour. Voyez-vous, je m'y suis senti bien. Au début, pas très bien. D'ailleurs, rappelez-vous, nous ne nous saluions pas au commencement. Vous me regardiez, vous, un peu sur le côté. Oui, je me rappelle, mais j'aime pas tellement saluer les étrangers. Oui, vous aviez raison, mais moi aussi, je vous regardais sur le côté et je me disais, mais pourquoi est-ce que je vous faisais un signe de tête? Je ne sais pas. Si, je vous faisais des signes de tête. Il y a quelques années, vous avez répondu franchement à mes signes de tête en venant vers moi et en me tendant la main. Mais ça n'a pas été facile au commencement. En plus, disons que j'ai une activité qui est... et c'est Marcel qui m'a dit préoccupante. Je dis, si vous voulez, on peut dire comme ça, préoccupante. Non, si c'est pas ça, quel mot vous diriez? Oh bah écoutez, Marcel Dupont, je ne sais pas quel mot je dirais. C'est une activité, c'est une profession. Ah non, c'est pas vraiment une profession. C'est une activité. Ça ne s'apprend pas vraiment. Vous savez ce que je fais maintenant? Oui, je sais que vous... Enfin, c'est comme de la peinture, quoi. Hein, comme artiste peintre. Voilà. Alors je suis comme artiste peintre et je suis comme un écrivain. Voyez-vous? Bah ça, c'est pas une profession. C'est quelque chose que l'on fait et dont on ne pourrait pas se passer, qui donne beaucoup de, comment vous dire, qui donne à la fois beaucoup de plaisir et aussi beaucoup de soucis. Non, non, je vous dirais pas des soucis. Ah, c'est difficile à dire, voyez-vous. Enfin, vous comprenez, être cultivateur et être tributaire du temps, c'est-à-dire des nuages, hein, des nuages, du vent, de la pluie, de tout ça, hein, du temps, c'est un réel problème. Vous ne le commandez pas. Vous avez décidé demain, tiens, je vais aller au champ, disons Bertrand, et je vais semer tout mon blé. Ça, c'est le bon moment, la terre n'est pas encore toute froide. Normalement, si les signes sont à peu près bons, il ne neigera pas avant le début du mois de novembre. Impeccable. Je réussis mon blé. Mon blé de printemps sera beau. Hein, c'est un peu comme ça que vous faites. Hein. Ou bien, tiens, je vais faire mes patates. La terre est un peu égouttée. Vous mettez vos patates. Et puis, normalement, vous devriez avoir une bonne récolte. Ouais. Manque de chance, vous mettez vos patates, à peine vous rentrez chez vous, un orage, une flotte a tout cassé, ça noie tout, ça pourrit les patates, ça n'arrête pas de pleuvoir pendant 8 jours, 10 jours, 15 jours. Vous n'êtes pas maître du temps. Vous avez semé votre blé, c'est pas qu'il neige, c'est pas qu'il pleut, c'est qu'il gèle. La terre était humide, le grain crève. Ah, pas maître du temps. C'est un peu voisin avec ce que je fais. Je ne suis pas maître du temps à plusieurs échelons. Hein. Vous, c'est pareil. C'est pas les mêmes, mais c'est pareil. Je suis sûr qu'il y a une échelle où je peux m'agripper et après laquelle je peux grimper, mais je ne suis pas du tout sûr d'aboutir, d'arriver à un endroit connu, et même inconnu que j'aurais à découvrir. Bernic, c'est pas certain tout ça. Ouais. Vous aussi. Alors,
Ça veut dire que moi, je sème mon blé. Hein. Enfin, on peut prendre comme ça. Hein. C'est une image, voyez-vous. Je sème mon blé. Et puis, il arrive une averse. Une averse, alors chez moi, bah, ça ne se présente pas avec de l'eau, ça se présente avec de l'eau dans la tête. Mes yeux ne voient pas bien, mes mains ne font pas ce qu'il fallait faire. C'est comme une averse. Ça brouille tout, ça pourrit. Et puis, ça ne lèvera pas. Puis, il n'y aura pas... Il n'y aura pas de grain qui viendra, si c'était du grain. Hein. Il y a une différence, c'est que je peux semer du grain puis récolter des patates. Ça vous arrivera jamais. Marcel est parti d'un éclat de rire. Ah ça, j'aurais voulu que ça arrive. Tiens, ça m'aurait... Alors ça m'aurait plu. Tu vois un peu la Madeleine? Non, je comprends rien. Écoute, au lieu, là, à quoi tu penses? Je sème des patates. Oui, tu sèmes des patates. Je sème des patates. 2 mois après, je vais voir comment ça se présente. Ouais. Et qu'est-ce que je vois? Bah, tu vois les fans. Non, je vois du blé qui pousse. Bah, tu t'es trompé de champ. Non, j'ai semé des patates, c'est ce qu'il vient de te dire, monsieur De. Je sème des patates et je récolte du blé. Bah oui, puis tu récoltes aussi des patates. Mais non, je te dis. Alors, je te fais l'envers. J'ai semé du blé. Oui. Mais je viens pas moissonner. Pourquoi? Parce que c'est des patates. C'était des patates ou du blé? Oh, que t'es bouché, Madeleine. Bon. Alors vous, ça serait ça. Oui, enfin, ça serait ça. Ça pourrait devenir ça. Il est vrai que j'ai quelquefois commencé un dessin avec un crayon, puis je l'ai terminé avec de la couleur. J'ai jamais pensé que j'allais le terminer avec de la couleur. Mais je suis prêt à tout accepter. Et vous, vous seriez prêt aussi à tout accepter, c'est-à-dire, je sème du blé, je récolte des patates? Oh, tout à fait prêt, moi. Ah oui, oui, oui. Je ne trouve pas que... Il n'y aurait pas de quoi... comment que je pourrais vous dire ça? Dis-moi, Madeleine, comment je pourrais lui dire? Hein, t'as compris, là, maintenant? Compris quoi? T'as compris que moi, ça me ferait rien d'avoir semé des patates et de récolter du blé, ou des betteraves, ou des choux. T'es fou, Marcel? T'es pas fou. Ce que je te dis, c'est pas fou, c'est que je comprends que ce qu'il fait, c'est pas sûr que ce qu'il fait, ça deviendra ce qu'il voulait. Je peux plus y arriver. Aidez-moi. Ben oui, oui, vous êtes sur la voie, là. C'est jamais sûr que ce que je fais, ça deviendra ce que je voulais que ça soit. Mais ce qu'il y a, je vais vous faire rire, là. Mais c'est qu'au départ, je savais pas ce que je voulais. C'est pire. Marcel s'est tordu. Ah, il a dit ça. Alors ça, c'est pas possible parce que c'est comme si moi, je semais des pierres et que je dise, je sais pas ce que je récolterai, mais je récolterai quelque chose. Ouais, ça ressemble à ça. Hein, vous avez bien pigé. Ça a l'air amusant. C'est pas amusant, monsieur Dupont. On va pas se plaindre, hein. Vous plaignez pas, vous en avez pris des versets sur la flotte, hein. Ah ouais. Et moi aussi. Des bonnes rinçades, si je peux vous dire comme ça, à ma table, hein, où j'ai mouillé la liquette sans avoir quitté le cul de la chaise pendant une journée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rien. Ce qui compte, c'est quand on arrive, quand on touche, quand l'arbre il est par terre et qu'on fait des planches. Ouais. Et ben moi, quelquefois, l'arbre il est par terre, je peux pas faire des planches. Ou je m'y prends tellement mal que les planches, ben, elles sont foutues. Je peux même pas les mettre dans le feu. Je peux même pas m'en servir comme planche parce que je les ai pas coupées à la bonne lune. Parce que tout a été fait de travers et que quelquefois l'arbre, quand il est par terre et que je reviens le lendemain pour le scier, c'est pas du bois que je trouve, c'est du sable. Vous comprenez ça? Moi, je comprends très bien, monsieur De. Je comprends que j'aurais pas aimé faire ça. Oui, mais vous avez dit vous-même que vous auriez été... Enfin, vous auriez accepté qu'un champ de blé devienne patate. D'accord? Ah, d'accord. Quand vous regardez le ciel, ça fait combien d'années que vous regardez votre ciel? Vous regardez le ciel, vous notez le vent, il va dans cette direction-là, les nuages dans cette direction-là, ils sont bas, ils sont hauts, ils sont gros, joufflus, crevés, tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous espérez ne pas vous tromper. Combien de fois vous êtes-vous trompé? Et combien de fois avez-vous refusé de vous être trompé? Jamais, monsieur De.
Eh bien, vous avez raison. Moi, quand je reconnais de m'être trompé, c'est sans regret. Sans regret. J'ai fait comme je croyais qu'il fallait faire, que je sentais qu'il fallait faire. Il n'y a pas des gestes tout le temps précis, voyez-vous. Et je me suis permis quelquefois des libertés. Ben, je les ai payées. Le dessin a mal tourné. Tout a mal tourné. Après tout, c'est une façon de... Je ne peux pas dire une façon de vivre, parce que dans la vie, je ne suis pas ça. Enfin, dans la vie. Dans la vie, quand je sors, quand je quitte la maison, vous me voyez, vous ne pouvez pas lire ça sur moi. Moi, je vous croise, vous sortez de votre maison, vous avez des idées dans votre tête, je ne les connais pas, mais vous avez des idées qui ne sont pas des idées, j'ai planté des patates, je récolterai des patates, j'ai mis 100 kilos de semences, je dois récolter 500 kilos de patates. Non, j'ai mis des semences, j'espère que ça viendra, on verra bien. Bon, bah ça, c'est déjà une autre préoccupation. Et puis derrière, il en vient une autre. Alors, je ne sais pas laquelle ça peut être. Je ne connais pas la tête d'un cultivateur montagnard. Hein, mais il n'est pas toujours que dans le nombre de litres de lait que la vache doit lui donner parce qu'il lui a donné tant de kilos de foin. Hein, il y a vraiment les cultivateurs comme ça, mais il y a ceux qui ne sont pas comme ça. Alors, dites-moi, le départ, c'est pour quand? Oh, le départ, je peux vous dire, c'est autour du 10 décembre. 10 décembre? Oh, mais alors là, il faut que je vous dise s'il y aura de la neige ou pas. Ben moi, je peux vous dire. Comment vous pouvez me dire? Je peux vous dire s'il y aura de la neige ou pas. Vous, monsieur Deux? Oui, oui, c'est Marius qui me l'a prédit. Marius m'a dit, tu peux pas partir. Écoutez, je vais vous dire entre nous, hein, il est gentil, Marius, hein, mais il y comprend rien. Il a jamais observé le ciel, pour la bonne raison qu'il dit, moi je crois pas en Dieu. Moi je crois pas non plus en Dieu. C'est pas parce que je regarde le ciel que je crois en Dieu. Moi j'attends pas que les anges y viennent et puis qu'ils me mettent sur une ardoise, tac, voilà le temps qu'il va faire demain. Non, moi c'est scientifique. Ah mais c'est vrai, monsieur Deux, scientifique. J'observe comme on m'a dit qu'il fallait observer. Et ceux qui me l'ont dit avaient observé avant moi et ça avait toujours marché. Ça, c'est scientifique. Ça se répète. C'est ça, la science, monsieur. Vous êtes d'accord? D'accord. Eh bien, je peux déjà vous dire que je sais que le mois de décembre sera enneigé. Mais je peux vous donner une petite précision qui serait une prévision météorologique que le début du mois de décembre sera plutôt froid et donc il n'y aura pas beaucoup de neige. Parce qu'il va vous falloir un ou deux camions ou un camion avec une remorque pour sortir tout ce qu'elle a. Non, parce que je ne vais pas tout emmener. Je vais laisser même aux gens des tables, des fauteuils en châtaignier, des tréteaux, le petit divan qui était là-haut dans mon atelier. Vous vous souvenez, vous y êtes monté. Ah bon, bah non, je vais laisser certaines choses. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Alors ça va faire un camion, quoi. Ce qu'il faut, c'est que le camion, le 10 décembre, si c'est le 10 décembre qu'on s'en va, et je crois que c'est déjà fixé, il faut que je me mette d'accord avec un déménageur, et puis on se tire. Ben, il faut qu'il ne neige pas. C'est vous qui me tiendrez au courant. C'est vous qui me direz, attention, parce que le camion, il vient un matin, tout est chargé à midi et il part. Hein, il va pas glander ici. Hein, ils le savent, les types. Hein. Mais enfin, voilà. Je vous ai dit que qu'on partait, puis je vous ai pas appris grand-chose parce que vous l'aviez compris. Oh là là, moi, ça fait longtemps. Et Madeleine de renchérir. Monsieur Deux, je vais vous dire, on a été les premiers à le savoir. Et ça ne m'étonnait pas de la part de Madeleine. Madeleine ne voulait jamais être la seconde, encore moins la dernière. Et je lui dis, comment vous avez été les premiers à le savoir? Comment est-ce que vous avez fait? Eh bien, c'est pas difficile, monsieur Deux. La nuit où vous êtes rentré dans la neige et que vous avez laissé la voiture sur la place, là, devant les fenêtres, on vous a entendu.
8 jours après, vous êtes reparti, il y avait encore de la neige. Là, mon mari vous avait dit, si vous voulez, vous pouvez la rentrer dans le hangar à côté de la voiture de mon fils. Eh bien là, Marcel m'a dit, chez les deux, c'est le départ qui se prépare. Et moi, je lui ai dit, je le savais, je l'avais déjà pensé. Ah bon, alors, des deux, lequel est le premier? Ah, c'est moi, dit Madeleine. Et Marcel de sourire et de dire, ouais, c'est vrai, c'est elle, elle avait tout compris. Je les ai quittés, Marcel m'a raccompagné, il a fait un petit bout de chemin avec moi sur la place. Et il m'a dit, dites-moi, vous allez le dire à d'autres gens? Ben, je vais bien être obligé de l'annoncer, je vais quand même pas partir comme un voleur. Hein. J'avais pensé le dire à Jean-Marie. Marius m'a déconseillé. Moi, je vous le déconseille aussi. Oui, mais que vous me le déconseilliez, ce n'est pas pour la même raison que celle invoquée par Marius. Ah oui, et quelle raison invoque Marius, monsieur II? Eh bien, la raison de Marius, c'est Jean-Marie, il est toc-toc. Et alors, il va dire des conneries. Je dis, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Marius n'a pas dit une connerie, monsieur II. Vous le diriez en tous les cas trop tôt s'il y avait le risque qu'il dise une connerie. Il vaut mieux lui dire quelques jours avant, parce qu'il y a des conneries qui peuvent gêner. Bon, donc Marius avait raison. Marius avait raison si Jean-Marie est comme il a dit. Toc toc, oui, toc toc. Bon, et vous diriez non, hein? Non, non, j'ai dit non. Il faut pas le dire à Jean-Marie. Alors pourquoi vous me conseilleriez de ne pas le dire à Jean-Marie? Parce que Jean-Marie, c'est... Mais je vous dis ça tout à fait, hein. De vous à moi, faut même pas le répéter à Marius. Hein. Je le dirai même pas à Madeleine. Même pas à mon fils. Eh ben écoutez, c'est parce que ça nous concerne bien tous les deux, en tous les cas moi en particulier. Jean-Marie, il aime que les gens aient des problèmes. Il a toujours aimé quand il était à la mairie. Moi, à la mairie, j'en ai fait partie du conseil. Lui, il avait réussi à se faire mettre deuxième adjoint, à l'autre Dupont. Vous savez, c'était que des Dupont qui étaient à la mairie ici. Mais les dossiers, ben, ils tombaient, quoi. Il y avait toujours une aide à donner à une famille, un soutien pour la mère qui était à l'hôpital, etc. Chaque fois qu'il ouvrait les lettres, il souriait. Vous croyez? Oui. Chaque fois. Vous l'avez vu. Je l'ai vu. Mais c'est vous qui interprétez ça. Vous vous dites, il souriait parce que... Et s'il souriait pour une autre raison? Monsieur II, on ne sourit pas quand on ouvre une lettre et qu'on est un responsable et qu'on dit, monsieur le maire, etc., etc., j'ai l'honneur de solliciter. Hein, vous voyez, hein? Ouais. Parce que mon fils ne peut pas me soutenir en ce moment, il est au chômage, ou il a eu un accident, ou il a perdu sa jambe, ou moi je ne sais pas, qu'est-ce qu'on dit, hein? Je ne peux pas et il faudrait apporter un soutien à ma mère. Quand vous ouvrez une lettre comme ça, vous ne souriez pas. Je ne sais pas comment vous répondre, monsieur Dupont. Vous avez peut-être raison, mais je ne suis pas convaincu de la raison du sourire que vous avez trouvé. Je ne suis pas convaincu, je vais vous dire pourquoi. Jean-Marie n'a pas une mauvaise tête. Oh, ne vous fiez pas à ça. Ne vous fiez pas à ça, monsieur II. Je vais vous dire, avec les bêtes, vous le voyez comme ça, vous avez des beaux petits veaux. Ah, vous vous dites celui-là. Enfin, vous vous dites pas à mon âge. Hein. Mon âge, c'est fini, ça. Mais quand vous êtes jeune cultivateur, vous dites à votre père, ah, il y a le petit veau de la Colombe, là, il est beau, il me plaît, et je voudrais pas qu'on le coupe tout de suite, ça ferait un beau petit oreillon, et j'aimerais bien avoir des petits de lui. Eh bien, le père va peut-être lui dire, tu te fies à sa tête, mais c'est pas à la tête qu'il faut se fier. C'est au corps. Et puis si vous regardez bien un petit veau, vous verrez comment il sera quand il sera vieux. Il aura un peu les chines tordues, il tiendra pas bien les pattes, il aura la queue toujours relevée.
Vous pouvez même voir si ça lira plus que les autres ou pas. C'est pas la tête qui vous le montre. C'est pas les yeux. Ça a toujours une bonne tête, un petit veau. Vous comprenez? Oui, ben alors à ce prix-là, monsieur Dupont, on pourrait faire sur mesure son troupeau et n'avoir que des belles bêtes si on s'y prenait comme vous dites. Ah, vous n'avez pas tort, monsieur II. Moi, j'ai été le seul à avoir un troupeau, monsieur II, qui pouvait, quand je le lâchais pour aller en champ, aller tout seul, marchant à droite, les bêtes les unes derrière les autres, au bord de la route, sans chien. Vous m'entendez? J'ai pas aimé avoir des chiens qui leur mordent les mollets. Et ma femme, elle restait loin derrière et elle tricotait tout en avançant. Et les bêtes, elles rentraient dans le pré auquel on avait pensé, qui était peut-être pas celui de la veille. Et vous n'allez pas me dire qu'elles ouvraient la barrière quand même. Eh bien, monsieur II, si. Elles ouvraient la barrière d'un coup de corne. Ah oui? Et puis, quelquefois, vous les avez pas vues aller chercher un paquet de tabac au bureau de tabac? Non, ne vous moquez pas de moi, monsieur II. Je vous assure, je ne vous dis pas demander à Jean-Marie. Justement, Jean-Marie, il sourira, là. Il vous dira, ça, c'est pas vrai. C'est un mensonge. Mais qui est-ce qui a eu des bêtes qui sont tombées dans le ravin? Et qui est-ce qui n'a pas eu de bêtes tombant dans le ravin? Lui, il a eu des bêtes qui sont tombées dans le ravin. Moi, j'ai eu mes bêtes jamais tombées dans le ravin. C'est parce que je regardais le corps de la bête, et puis lui, il regardait la tête de la bête. Et puis peut-être qu'il regardait rien du tout. Bon. Eh bien, je vous souhaite de bien préparer les paquets. Il vous faut un sacré courage, monsieur II. Et puis à madame II aussi. Parce qu'un déménagement, si je devais déménager, moi, d'abord, je déménagerais jamais. Mais si, pour une raison à laquelle je ne peux pas penser, il fallait vraiment déménager, ah, j'aimerais mieux pas faire de paquets. J'aimerais mieux tout laisser faire à Madeleine et à mon fils. Et puis les laisser aller dans l'autre ferme, tout remettre en place et puis m'appeler. Je préférerais rentrer à l'hôpital pendant 15 jours, puis pas voir ça. Mais enfin, on ne peut pas se refaire. Hein. Je vous dis bien le bonsoir. Et à demain. Et vous m'avez dit autour du 10 décembre. Ça fait 2 petits mois. Je vous tiendrai au courant pour la neige. Hein. Vous pouvez me faire confiance. Vous verrez. Ce que je vous dirai, ça sera tout à fait le temps qu'on aura. Bonsoir, monsieur II. Et bonsoir à votre femme. Bonsoir, Marcel Dupont. Bonsoir. Stéphane est rentré dans l'inquiétude très vite. Les paquets s'amoncelaient dans la pièce d'entrée. J'ai démonté les métiers. J'ai fermé tous les cartons à dessin, rangé toutes les affaires concernant dessin, gravure et tissage. Il était entendu que c'était ce que, non pas les tissages, ni les métiers, mais les cartons de gravure et de dessin de Cécile, les cuivres de Cécile, les outils de Cécile, la table à graver de Cécile avec ses caches, ses papiers, les manuscrits de Cécile, les boîtes à photos de Cécile, tout ce qu'elle traîne depuis qu'elle a 10 ans. Et moi, de mon côté, les cartons à dessin, le papier blanc, le papier vierge, les dessins eux-mêmes, les boîtes de peinture, tous les cartons contenant les pinceaux, les crayons, les règles, les lampes, les dessus de table, ces grandes planches que j'ai, sur lesquelles je ne voudrais pas voir des rayures se graver. Ça représentait pas le papier vierge, que le papier vierge, j'allais le faire voyager par le camion, mais seulement que mes dessins, à peu près 2000 dessins, c'est-à-dire pas loin de 500 kilos. Ouais. Chez Cécile aussi un gros poids, et le nécessaire auquel on tenait le plus. Cécile, de temps en temps, s'affolait, s'inquiétait à l'idée que le camion en descendant des montagnes pourrait tomber. Enfin, les dessins seraient sauvés.
Sur la route, le camion pourrait rencontrer un autre camion et foutre le camp dans un fossé. Ou bien se volatiliser, qu'il n'y ait plus jamais de camion, qui soit parti d'ici et ne jamais arriver. Et la pièce d'entrée s'est trouvée emplie de ce que le camion allait en partie charger et de ce que j'allais, moi, charger dans ma voiture. Stéphane, en voyant ça, restait immobile, serré, tapis sur lui-même, dans un fauteuil de la cuisine, là où se mettait justement Pompon. Scotty, qui commençait à connaître un peu la maison, préférait les situations un peu plus en hauteur, ou, si par hasard il avait vraiment très peur, dissimulé sous un meuble, très très loin au fond, coincé, plaqué contre un pied, entre le pied même et le mur. Et là, les deux chats, à chaque fois que nous revenions dans la cuisine, nous regardaient, nous interrogeaient. Et nous nous approchions, ou moi de Stéphie, ou de Scotty, et on les caressait, on les embrassait, on leur donnait vite une petite gâterie. Et Stéphie ne répondait pas à la caresse. Il serrait la tête dans son cou. Il perdait chaque jour ou chaque semaine ses repères. Il avait l'habitude, dans le noir, de sauter du sol sur une table. La table n'y était plus. Il avait l'habitude d'aller dans la chambre ou le petit atelier, comme on l'appelait, de Cécile. Il n'y avait plus dans le petit atelier de divan, plus rien. Tout était vide, et sinon tout était en paquet. Restait seulement le grand atelier que nous allions en petite partie laisser meubler avec le divan, une table faite par moi en souche une tranche d'une souche d'un sapin, une table sur tréteau, une grande plaque dessus, les fauteuils qu'on avait, qui étaient des fauteuils en châtaignier, un petit peu abîmés, mais enfin. Et puis des rayonnages de bibliothèque qu'il n'était pas question d'emmener. 2 ou 3 vieilles tables, pas très solides, qu'il n'était pas bon de transporter jusqu'à là-bas. Le grenier était donc la dernière pièce avec la cuisine, c'est-à-dire avec sa table et ses chaises, à avoir encore un semblant de vie. Mais il fallait prendre Stéphie dans les bras. Il ne suivait pas, il ne pouvait pas traverser les pièces qui étaient devenues vides. Et quand il le faisait, il miaulait. Et ces miaulements étaient presque des miaulements disons, de pleurs. Et nous le montions. Nous arrivions dans l'atelier, Cécile se mettait tout de suite sur le divan, Scotty, elle le tenait contre elle, et puis Stéphane de l'autre côté, et elle les caressait tous les deux, et moi, quelquefois, j'avais dans une petite assiette des petits morceaux de viande pour l'un, pour l'autre. Stéphie aimait beaucoup la biscotte mélangée avec un petit morceau de fromage vache qui rit, et une pointe de lait dessus. C'était sans doute un de ses régals. Le jour où Stéphie ne pouvait pas goûter à cette petite assiette de biscottes écrasées dans du fromage vache qui rit, c'était l'indication que Stéphie avait bouffé une musaraigne et qu'elle lui donnait des problèmes. L'autre chose qu'il aimait, peut-être l'aimait-il un petit peu moins, en tous les cas de façon moins répétée, c'était des sprattes. On lui donnait ce petit poisson fumé de la Baltique, là. On écrasait ça avec de la biscotte et on lui tendait. Si c'était le bon jour, ça allait plus vite à liquider que la vache qui rit. Si c'était le mauvais jour, il y touchait et vomissait le peu qu'il avait avalé. Dans l'atelier, on essayait de reconduire tout ça, de leur faire croire, de leur faire sentir que ce n'était pas parce que un certain branle-bas était arrivé dans la maison et que leur vie avait changé, que la nourriture surtout avait changé. Et depuis le commencement des nouveaux rangements, Stéphane dormait dans notre chambre
Et Scotty dormait dans la cuisine. On ne pouvait pas avoir Scotty dans notre chambre parce que Scotty, nous en avions fait l'essai, sautait sans arrêt. D'une table sur le sol, du sol sur la table, de la table sur le lit, du lit en dessous le lit. Ça énervait Stéphane, ça nous empêchait de dormir. C'était un grand nerveux, Scotty. Grand nerveux, devenu sans doute un peu instable, contraint qu'il avait été à aller chercher sa nourriture dans une maison et dans une autre, jusqu'à ce qu'il rencontre la mère Menon, la bouchère, et qu'elle le nourrisse, je crois, amplement. Le matin, quand on descendait, Scotty nous attendait. Enfin, il a commencé, non pas à ronronner, je ne crois pas avoir entendu Scotty ronronner, mais il a commencé à faire le dos rond, le dos gentil, se frotter au pied d'un des fauteuils. C'était un événement qui a plu même à Stéphie. Et nous nous sommes dit, confiants, que nous allions en tous les cas partir avec 2 chats et qu'ils allaient peut-être faire une bonne équipe. C'était tout à fait touchant de voir ces 2 chats de la même couleur, l'un très fort, mon Stéphie, un roi, on l'appelait le petit roi, et l'autre, Scotty, très mince, qui aurait été un prince servant ou l'aide de camp d'un seigneur pas très guerrier, parce que Stéphane n'était pas très guerrier, mais le serviteur, peut-être aurait-il été en d'autres temps porteur d'un bel instrument de musique. Je voyais Scotty guitariste, je voyais aussi Stéphie musicien, pianiste ou claveciniste. Ça lui aurait été très bien, sans doute parce que il aimait beaucoup le clavecin et aussi le piano, dont il faisait tout à fait la différence. Et puis, quelques journées passèrent, et tout le village sut qu'on allait partir. Cécile me dit, c'est Marius. Je n'en étais pas sûr, mais je le craignais bien un peu. Je suis allé voir Marius. Je lui ai dit, dis donc Marius. Et il m'a dit, mais c'est pas moi. À moi, on a voulu me l'apprendre et j'ai fait celui qui savait pas. Mais où est-ce que tu as appris ça? Au bistrot. Mais qui est-ce qui le disait? Oh, c'en était un qui le rapportait. Mais lequel c'était? Oh, tu vas rire, c'était le Vucher. Quoi, Vucher, le menuisier? Oui, Vucher le menuisier qui a dit, ils vont partir. Oh, écoute, je n'ai pas vu Vucher depuis je ne sais pas combien de temps. Est-ce que tu crois que Vucher aurait entendu ça de Marcel? Oh non, Marcel, il parle pas à Vucher. C'est pas son charpentier ni rien. Tu devrais lui demander. Je suis allé voir Marcel. Je lui ai dit, alors, vous savez que... Ben oui, mais nous on n'y est pour rien. Mais c'est Marius qui m'a dit que au bistrot, oh, mais Marius, il parle. Mais non, s'il me l'a dit, pourquoi? Moi, je lui fais confiance à Marius. Marius m'a dit que c'est Émile qui a sorti dimanche, pendant une tournée de canon, les 2, ils partent. Là, il y avait presque tous les gens du village. Et moi, j'y étais pas. Marius y était. Il y va toujours. Et il paraît que Marius, il aurait dit, bouf, tout ça, c'est des conneries. Et qu'on lui a dit, si, et toi, tu devrais le savoir. Si c'est vraiment un copain à toi, il aurait pu te le dire. Alors c'est que c'est vrai, Marius, il l'a pas dit, vous voyez bien. Peut-être que Marius l'avait dit à quelqu'un, qui l'avait redit à Émile. Non, je crois pas. Ouf. Personnellement, ça ne me gêne pas tellement, vous savez, Marcel Dupont. Je ne crois pas, d'ailleurs, que... Bon, ben, voilà, Jean-Marie va le savoir. C'est peut-être mieux que tout le monde le sache tout d'un coup. Après tout, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous croyez que ça va faire aux gens? Ça va faire plaisir à quelques-uns. Ça va laisser indifférents beaucoup d'autres. Et puis en dehors de 2 ou 3 que ça va, disons, gêner, c'est-à-dire vous, Marius, puis peut-être 2 ou 3 autres auxquels je ne pense pas, ça va s'arrêter là.
Dites-moi, monsieur De, c'est vrai que vous avez un deuxième chat? Ouais, c'est vrai, mais comment vous le savez, ça? Ben, c'est Menon quand il est venu samedi pour la viande. Tiens, mais alors voilà, on le tient, notre bonhomme. Le bonhomme de quoi? Mais le bonhomme qui aurait apporté la nouvelle. Le bonhomme qui aurait apporté la nouvelle, mais ça peut pas être Menon, je lui ai jamais dit. Ah, vous ne l'avez jamais dit à Menon, mais pourquoi est-ce que vous avez pris le chat? Et qu'est-ce que vous lui avez dit pour le chat? C'est pas avec lui que j'ai parlé, c'est avec la femme de Menon. Et qu'est-ce que vous lui avez dit à la femme de Menon? On lui a dit qu'on trouvait de temps en temps ici un chat qui semblait seul, qui n'avait peut-être pas de maison et qu'il nous ferait plaisir de l'avoir, de l'élever avec le nôtre, qui est aussi un chat tout gris comme ça. Et vous n'avez rien dit d'autre? Je ne me rappelle pas. Peut-être qu'on a demandé à Menon, est-ce que vous savez s'il est un peu sauvage et tout ça, parce que il faudrait qu'il s'habitue à la maison. Peut-être, mais pas plus que ça. Ben alors elle aura deviné, et puis Menon, lui, il a toujours besoin de savoir, avant tout le monde, mieux que tout le monde. Vous pensez que, vous le savez ça, vous prenez pas sa viande ici. Ah non, je prends pas sa viande dans son camion, je préfère aller à Hauteville la chercher. Eh bien, il est tellement malin, ou il se croit tellement malin, que tous les samedis, quand il vient ici, pour livrer sa viande, c'est pas la viande qui vient livrer. Il est content de la vendre, il aime les sous. Mais il vient pour nous expliquer les films de la télé de la veille, du dimanche d'avant, du mercredi soir et tout. Moi, je lui dis, écoute, t'es fatigant. Si on n'avait pas compris, on te le demanderait, mais si on ne te demande rien, c'est qu'on y a compris, puis on l'a compris comme on y a voulu comprendre. Et bien là, il a fait pareil avec vous. Il a voulu comprendre pourquoi vous vouliez un deuxième chat. Vous avez le droit d'avoir un deuxième chat, mais comme il y a des bruits qui circulent dans le village, comme on a remarqué que vous partez souvent, bon ben, une pierre plus une pierre plus une pierre, ça finit par faire un mur dans la tête de Menon. Ça a fait ça. Il l'a dit à Émile, parce qu'Émile, c'est le charpentier de Menon. Alors peut-être qu'ils se sont vus, qu'il a demandé quoi de neuf, puis le Menon, il est toujours à l'affût des nouvelles. Les mauvaises, les bonnes, les fausses, ça Menon, il s'en fout. C'est le boucher des nouvelles. Et Émile lui aura dit des petites choses, lui, il aura recollé ça avec le chat, et puis il en aura tiré la conclusion, ils partent. Et mieux, Vucher a dit, ils partent bientôt. Alors bientôt, pour Vucher, bientôt c'est peut-être dans 3 mois, mais c'est peut-être aussi dans moins de 2 mois. Écoutez, croyez-moi, c'est rien. Dans le fond, c'est bien que moi je l'ai su avec Marius avant les autres. C'est bien comme ça. C'est tout. On n'est pas plus avancé en l'ayant su avant les autres. Et puis, il n'y a que nous pour savoir que les autres l'ont su quand nous le savions déjà. Voilà. Le jour du départ est arrivé. Tout était prêt. Les pièces étaient pleines de paquets. Cécile se tenait dans la cuisine avec les 2 chats. Les paniers étaient prêts. Des petits pots de nourriture étaient dans le fond d'un sac. On allait en cours de route les nourrir. Nous savions que si nous pouvions partir vers 2 heures de l'après-midi, nous serions dans la soirée au Cousin. Je n'avais pas eu beaucoup de temps, mais j'en avais eu suffisamment pour pouvoir y penser si je l'avais voulu. Mais j'avais repoussé chaque fois que m'était venue cette idée, cette question, cette déchirure qui me venait à vouloir savoir comment est-ce que tout cela allait se passer là-bas, que
à force de l'avoir comprimé, au moment même du départ, vraiment le matin du départ, alors que je disais à Cécile, je te souhaite une dernière belle journée à la cour, il n'a pas neigé, Marcel avait raison, Marius s'était trompé, la neige était bienvenue vers le 20 novembre, elle avait tenu pendant une huitaine de jours et un grand vent du Föhn, annoncé par Marcel, avait tout fait fondre. Et Marcel m'avait dit, si vous partez vers le 10 ou le 15, vous vous faufilez. Après le 15, ça va tomber énormément. Le matin, j'ai donc dit à Cécile, c'est notre dernière journée, que mes petits chats soient heureux, que toi et moi, ça marche. Et derrière mes paroles, il y avait que l'idée de dessiner vienne là-bas, que le besoin de ressortir du papier remonte en moi, que ce que j'ai pu traverser de difficile, parfois d'impossible, coincé par une porte que je venais de fermer derrière moi et empêché de pousser celle qui se trouvait devant, que tout ce qui viendrait encore, car avec moi, tant que je serai actif, il y aura des difficultés. Ça, c'est tout à fait certain. Je sais que je ne peux avancer, même respirer, qu'à la condition d'être perturbé, de pouvoir à l'intérieur de la perturbation orienter légèrement et de rocher en rocher ou de flaque en flaque, petit à petit se construisent et se déconstruisent quelque chose qui à la fin va faire une masse. Un peu comme un virus ou je ne sais trop quoi prendre comme exemple, qui chercherait à l'intérieur d'un organe l'emplacement idéal en le minant petit à petit, et la réussite de son action serait de ces multiples coups d'épingle donnés, et qui n'avaient été donnés que à titre d'essai, disons, non poursuivi, viennent pour lui son apothéose et sa réussite, la mise totale et en miettes de l'organe qu'il avait investi. Bon, moi, je n'ai pas à mettre en miettes, mais ça passe par une mise en miettes de moi. Et quand la mise en miettes de moi est, si on peut dire, réussie, quand je suis à plat, c'est le moment où le dessin est debout. Je connaissais maintenant mon mécanisme. Et cet arrêt de plusieurs mois n'avait pas été tellement néfaste parce que j'avais pu, à ma façon, y voir un peu clair. Je n'avais pas eu beaucoup d'illusions sur cette nécessité du déséquilibre chez moi. J'avais fini par admettre que de temps en temps, je pouvais être secoué par non pas des formes qui venaient, me surprenaient et me sautaient un peu à la gorge, mais de véritables apparitions que je dirais formelles et vivantes, comme celle que, un soir étant allé chercher Cécile à la descente du train venant de Paris à Virieu-le-Grand, j'avais cru pouvoir, non pas lui annoncer, mais lui dire, en réponse à sa question, alors comment ça s'est passé, ça va, tu as pu travailler? Et je lui avais dit, nous venions d'atteindre le plateau, nous avions monté la grande côte de Virieu, et nous roulions à ce moment-là en direction de Tézieux. Bientôt nous arriverions à Courmaranche et à Hauteville, puis à La Coupe. Je lui avais dit, j'ai eu quelque chose hier au soir.
Je crois que je peux te le dire. Et elle m'avait dit, mais oui, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a eu hier au soir? Tu as eu... Tu as eu un problème avec ton travail? Et je lui ai dit, non, non, ce n'est pas dans mon travail que j'ai eu le problème. C'est quelque chose qui pourrait faire sourire quelqu'un qui ne me connaîtrait pas, et qui, toi, ne te fera pas sourire, mais ne devrait pas t'inquiéter. J'ai eu beaucoup de mal à me rétablir, mais je crois que je me suis rétabli, et il n'y a pas de raison pour que je te le cache. Alors, Cécile s'est serrée contre moi dans la voiture et m'a dit, mais tu commences à me faire peur, qu'est-ce que tu voudrais me cacher? Tu ne m'as jamais caché quelque chose. De façon tout à fait stupide, dit ce qui était arrivé. Enfin, ce qui était arrivé et dont je savais que la part de vérité réelle, à la manière de Dupont, on répète l'observation et ça devient imparable. Il faudra, pour que je commence à croire à ce qui était venu comme étant un phénomène pouvant se répéter, il faudra que, n'étant pas seul, la même chose se produise. Et Cécile me dit, alors tu me dis ce qui est arrivé. Tu as eu un malaise? Non, c'est pas un malaise. C'est pas du domaine physique. Alors, tu as une mauvaise pensée? Pas non plus. Tu avais encore cette idée noire